Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Thierry, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Le Switch. Comment vas-tu ? Très bien, bonjour Stéphane. Merci à toi. Je suis ravi de pouvoir à nouveau travailler et réfléchir avec toi sur ce qu'est le métier d'entrepreneur. Exactement, c'est bien la question d'aujourd'hui et c'est bien la thématique d'aujourd'hui. Et on va avoir comme intitulé La crise est une façon de gagner du temps. Et pour mieux te connaître, ce que l'on va commencer par faire, c'est un petit portrait chinois. Donc, je vais te donner des affirmations et je te laisse finir la phrase. Donc, si tu étais une valeur d'entreprise, tu serais… La passion. Je pense que rien ne peut se réaliser sans passion, surtout dans nos métiers. C'est clair. Si tu étais une compétence clé, tu serais… La détermination. Voilà, parce que il y a un moment, il faut des convictions, il faut être déterminé. Sinon, on ne peut pas flotter tout le temps. Il faut des objectifs, il faut se donner des moyens. Très pertinent. Et si tu étais une erreur qu'il vaut mieux faire tôt, tu serais… Alors, je ne sais pas, parce que j'ai appris de mes erreurs, voilà, et j'aime la phrase de Winston Churchill qui dit allons d'erreur en erreur jusqu'à la réussite. Donc, si tu étais un outil digital, tu serais… Alors, je serais TikTok. Je dois dire que c'est ce qui m'amuse le plus. Ah oui. Euh, L'algorithme me correspond. D'accord. Et si tu étais un moment dans la journée d'un entrepreneur, tu serais… Le matin, quand tout est possible. Et si tu étais un livre business, tu serais… Je suis assez prévisible, mais les 36 stratagèmes, parce que l'entreprise, ça reste une guerre, et même si on ne les utilise pas, les autres les utilisent, donc il faut bien en avoir conscience. Et si tu étais un slogan, tu serais… Alors j'aime la phrase de Courteline qui dit « Seuls les imbéciles ont des certitudes, vous êtes sûr? Oui ». Ben écoute, je trouve que ça nous met bien dans le contexte, ça nous apprend un peu à te connaître. Et l'intitulé de notre épisode est un peu provocateur, puisqu'on intitule La crise est une façon de gagner du temps. Qu'est-ce que cette phrase évoque pour toi? Alors pour moi, les crises sont des réorganisations du marché. C'est un moment important où tout s'accélère et il faut être agile. C'est le moment où une petite entreprise peut prendre des parts de marché et être plus rapide qu'une grande. Beaucoup d'entreprises aussi vont prendre de mauvaises décisions et donc on va pouvoir évoluer. Pour cela, il ne faut pas être trop conservateur. Le gros souci, c'est qu'on veut préserver le précédent schéma de notre fonctionnement et il faut accepter de perdre là où on a capitalisé. C'est-à-dire que pendant des années, on a travaillé sur un schéma, on a capitalisé un certain nombre de choses. Et puis avec la crise, eh bien, ça ne vaut pas grand-chose. Donc il faut accepter de laisser filer certaines choses pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il faut être assez souple. Donc pour ce faire, je vais éviter d'écouter les personnes qui sont d'accord avec moi. D'abord, je trouve ça très ennuyeux d'échanger avec des personnes qui ont le même point de vue que moi, puisque je n'apprends rien. Et elles ne font que me conforter dans mes certitudes passées. Donc, je vais éviter ceux qui ont envie de me dire ce que j'ai envie d'entendre, parce que ce qu'ils pensent, je le sais déjà, et je vais aller chercher d'autres sources d'informations. Je vais essayer de réfléchir différemment et d'ouvrir. Et donc, cet état d'esprit qui est de ne pas se conforter dans le passé, mais qui est d'essayer de comprendre tout ce qui se passe, voilà, je pense que c'est un élément important d'être à l'écoute. Et ensuite, il faut faire preuve de rationalité et aussi d'instinct.
pour définir de nouveaux objectifs et, le cas échéant, une nouvelle stratégie. C'est intéressant au vu de ton expérience, et c'est vrai qu'on ne t'a pas vraiment présenté, mais tu as une grande expérience et une longue expérience dans le business. Et est-ce que tu pourrais, dans le cadre de ta petite présentation quand même, pour nous expliquer d'où tu arrives avec ça, nous expliquer si tu as connu une ou plusieurs crises qui ont été marquantes dans ton parcours et comment tu les as transformées en opportunités? Alors oui, tu l'as souligné, j'ai cette année 48 ans de métier. Quand j'embauche de jeunes collaborateurs, je leur dis, voilà, vos parents n'étaient pas nés, j'étais déjà dans ce métier. Mais je dois dire que la crise que nous avons vécue, je n'en ai jamais vécu d'aussi rapide et d'aussi violente. Le Covid, l'Europe, avec toutes ces réglementations, la mondialisation et les échanges, voilà, la nouvelle répartition économique, la digitalisation qui accélère cette mutation économique et les habitudes de consommation. L'ensemble de tout ça fait que effectivement cette crise est relativement brutale pour les entreprises. Par chance, dans mon métier, il y a aussi des inconvénients qui sont des avantages. L'énergie et les matières premières ne représentent que 7% de mon activité. Donc, je ne suis pas vraiment impacté par ça. Mon métier, le nôtre, n'est pas délocalisable. Ni les Chinois ou les pays de l'Est ne peuvent nous concurrencer, à moins de venir travailler en France, mais ils auront les mêmes charges que nous. La finance et la grande distribution ne s'intéressent pas à notre business model. Trop de risques sociaux, nous avons une masse salariale à 50%, c'est beaucoup trop risqué pour eux. Et il n'est pas digitalisable. Nous avons toujours besoin d'un coiffeur proche de notre lieu de travail ou notre domicile. Donc en fait, ce qui fait la brutalité d'une crise, les éléments, font que nous, travaillant en proximité d'un métier artisanal et de service, nous sommes peu impactés. Nous sommes impactés par le pouvoir d'achat. Puisque en économie de coiffure, nous appelons ça un effet ciseau. Donc cet effet ciseau fait que nous avons moins de monde dans les salons et la main-d'œuvre coûte beaucoup plus cher. Nos parts de marché se sont réduites. Je pense que 10% de salons ferment par an, avec 5% d'ouverture. Cela va encore durer quelques temps. Nous aurons un solde de salons de coiffure bien inférieur à celui que nous avions précédemment, mais néanmoins, il y aura toujours des coiffeurs qui réaliseront une qualité de service et de prestation, et il y aura toujours des femmes et des hommes qui auront envie d'avoir du style et de se faire coiffer dans un endroit sympathique. Et avec le recul, quelles sont les étapes qui ont vraiment marqué la longévité de ton aventure entrepreneuriale? Alors, dans un premier temps, j'ai commencé seul dans un salon. Je n'avais aucune ambition. La seule ambition que j'avais, c'était d'ouvrir un salon à côté de chez mes parents et d'avoir un aquarium, pour vous dire que c'était pas du tout. Et une des grandes chances de ma vie, c'est que l'éducation nationale ait refusé que je passe le concours de facteur. Moi, je trouvais ça vachement bien de distribuer du courrier, de faire plaisir aux gens. Le type avait l'air sympa. Donc, innocemment, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être passer ce concours et on me l'a refusé. Donc, en fait, le fait d'être un échec scolaire et d'avoir un cerveau qui fonctionne différemment n'est pas toujours un handicap. Et donc, je me suis rendu compte quand même que voilà, je cherchais un métier pour faire plaisir aux autres. Et donc, c'est de cette soif, de ce désir et de cette passion de faire plaisir aux autres, alors aussi bien à mes collaborateurs qu'à mes clients, que naturellement, les choses se sont développées. Alors, ce salon, il a progressé jusque 10 personnes. Ensuite, on a monté un groupe régional. On a commencé à développer les produits. Et puis, aujourd'hui, nous développons les produits à l'export. Nous sommes distribués dans 12 pays. Tout ça pour dire qu'il faut être en mouvement dans le marché, tout en étant différent. Les gens aiment beaucoup les produits français de beauté pour les cheveux à l'international. Et il faut vraiment travailler ses points forts. Et puis, bien sûr, on est une petite structure, donc on a des points faibles, mais on valorise tellement bien nos points forts qu'on a su survivre et s'adapter. Donc, dans un métier où 50% de ton activité repose sur ta masse salariale, comment fais-tu pour attirer et fidéliser des collaborateurs dans un secteur qui est aussi exigeant physiquement et humainement?
Tu l'as dit, nous avons beaucoup de contraintes. Les contraintes physiques, puisque ce sont des journées de 8 heures, 10 heures où il faut rester debout. Les clients ne sont pas toujours simples, ils ont des attentes, il y a des envies à satisfaire. Et puis, c'est un métier technique. Donc, beaucoup de contraintes, mais comme beaucoup de métiers de service. Mais il y a aussi des atouts plaisir importants. C'est un métier social et il y a ce plaisir de créer et de satisfaire une clientèle. Nous avons recruté récemment des serveurs et des peintres en bâtiment pour une raison simple, c'est que leur métier n'était pas valorisé. Ils cherchent un métier valorisé par les réseaux sociaux. C'est vrai que quand tu es serveur, comment tu fais pour exister sur Instagram? Quand tu es peintre en bâtiment et que tu as réalisé ce joli mur qui est derrière moi, pas facile d'exister sur les réseaux sociaux. Eh bien, ces gens qui ont ce besoin de servir les autres artistiquement et qui ont besoin de le faire savoir, eh bien, ils viennent vers notre métier. Et je pense que la seule liberté que l'on a réellement dans la vie, c'est de choisir ses contraintes. Eh bien, ils ont choisi les contraintes de ce métier parce que ça leur apporte aussi beaucoup de plaisir et qu'ils existent sur les réseaux sociaux grâce au travail qu'ils réalisent. Et moi, mon métier, c'est de mettre en scène et de jouer le chef d'orchestre et de faire en sorte qu'ils puissent réaliser leurs objectifs et qu'ils puissent s'épanouir dans leur métier. Voilà. Et puis, pour les managers, il y a aussi tout l'accompagnement des jeunes, voilà, et qui est une source de satisfaction énorme de les voir progresser. Et du coup, est-ce que tu considères que c'est un des leviers, notamment que tu utilises pour motiver tes équipes, pour maintenir justement cette envie et transmettre cette passion? Oui, oui, c'est indispensable. Je pense même que les collaborateurs iront plus facilement travailler dans un salon où les réseaux sociaux sont présents que dans un salon qui ne communique pas, parce qu'il aura certainement le sentiment d'être un peu frustré. Le métier d'entrepreneur, c'est un métier d'artisanat où il faut créer une équation économique où tout le monde gagne. C'est-à-dire qu'il faut effectivement de la valorisation, de la reconnaissance, mais il faut aussi que dans les métiers artisanaux, les gens puissent gagner leur vie. Et je trouve que l'entrepreneur confond trop souvent le social et l'action sociale. L'augmentation du revenu des collaborateurs et l'amélioration de leur pouvoir d'achat et de leur qualité de vie est pour moi au centre du rôle de l'entrepreneur. On n'est pas là pour faire du social, on est là pour créer les conditions de la réussite. Leur donner de la valorisation, très bien, mais il faut aussi qu'ils puissent se réaliser et qu'ils puissent pérenniser leur emploi. Trop souvent, de jeunes coiffeurs quittent ce métier parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie et parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une rentabilité. Donc, du coup, fort de ça, comment est-ce que tu les impliques au sein de l'activité de l'entreprise? Nous avons une équipe de spécialistes dédiée à chaque domaine d'activité, la formation, le marketing, le développement, le RH, l'exploitation, le financier, la gestion, enfin voilà. Chaque domaine d'activité de notre entreprise est représenté par un référent. Et nous organisons 2 fois par an une consultation où chacun peut donner son avis. Quand je dis chacun, ce sont les apprentis, les coiffeurs, les managers, les gérants, chefs d'entreprise. Tout le monde peut faire remonter une proposition ou une information sur les différents sujets et donc améliorer les outils qu'ils utilisent au quotidien. Ça permet de recentrer les choses et que nous puissions tous agir dans le même sens. Bah, complètement, on a une compréhension, puis on a une implication pour les collaborateurs. Donc, c'est aussi ça qui renforce cette culture d'entreprise. Comme tu le disais, ton business est principalement physique. Donc, comment est-ce que tu nous en as un petit peu parlé, mais quel est ton rapport à la digitalisation? Contrairement à beaucoup de métiers, il faut savoir que ni l'informatique, ni Internet, ni les réseaux sociaux ont changé quoi que ce soit aux fondamentaux de mon métier. Il faut toujours le même temps pour faire une coupe, il faut toujours le même temps pour faire une couleur. Nous n'avons rien gagné en productivité, contrairement à beaucoup de métiers ou en bureautique, avec l'intelligence artificielle, on a gagné du temps. Nous, non, on n'a rien gagné. Par contre, effectivement, on peut communiquer, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même couverture
qu'auparavant quelqu'un qui prenait une pub au journal de 20 heures, c'est-à-dire sur notre zone de Mm. chalandise. On peut avoir exactement la même communication. Et ça, c'est génial. Il faut aussi faire attention. Les réseaux sociaux peuvent être un leurre. La clientèle des réseaux est changeante, toujours à la recherche de nouvelles promesses et de nouvelles expériences. Attention. Dans le groupe, nous avons des salons de coiffure qui réussissent très très bien sans être vraiment sur les réseaux sociaux. Si vous avez les bons coiffeurs dans un salon, vous aurez les bonnes personnes. Et si vous avez les bonnes personnes et que vous communiquez, alors il y aura un coefficient multiplicateur de votre activité qui fait que effectivement vous excellerez. Justement, quand on est en train de parler de ces réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as choisi, toi, d'investir en termes de soit le temps, soit l'argent, soit la compétence pour intégrer dans ton activité le digital? Alors essentiellement sur le conseil et puis l'information, puisque les consommatrices souhaitent avoir une expérience à 360 degrés, c'est-à-dire que l'expérience qu'elles ont en salon de coiffure, elles veulent pouvoir aussi y avoir accès directement de chez elles. Voilà, il y a des moments de l'année où elles se posent des questions sur les coiffures de fin d'année, sur leur blond en septembre, qu'est-ce qu'il faut pour préserver ses cheveux l'été, etc. Donc elles nous demandent beaucoup de conseils. Faire du contenu de qualité aujourd'hui, ça coûte cher. Voilà, il faut, nous, que nous y consacrions du temps, de l'argent et des compétences. Et donc, quels outils ou approches t'ont vraiment permis de créer des ponts entre le physique et le numérique? Alors, on a un club privilège, donc D'accord. un club privilège avec donc de l'information et puis les clientes peuvent interagir en laissant des avis sur nos produits, sur les salons. Voilà, bien sûr, nous avons un site internet et actuellement, de façon très passionnante, nous développons une intelligence artificielle pour que la cliente puisse trouver des réponses à ses questions. Pour apporter du style à quelqu'un, il faut une certaine formation, il faut une certaine vision. Et donc, c'est ce que recherchent les consommatrices et qui viennent dans nos salons. C'est-à-dire, c'est avoir quelque chose de différent. N'importe quel coiffeur est capable de vous raccourcir les cheveux de 2 cm et de vous faire une couleur lambda. C'est pas très compliqué. Par contre, vous apportez du style pour une coiffure du soir ou pour un événement, ou vous faire une coupe adaptée à votre silhouette, ou trouver une couleur qui va rehausser l'éclat de votre visage ou mettre en avant vos yeux, vos lèvres. Et ça, l'IA, par contre, peut le faire. Maintenant, vraiment, pour avoir un style complet, je pense que ça reste encore le métier du coiffeur. Du coup, Thierry, est-ce que tu pourrais m'expliquer ou me dire ce qui a changé dans ta manière de former, d'encadrer et de soutenir tes collaborateurs au fil des années? La formation en distanciel est quelque chose que nous avons mis en place. Et donc, c'est assez extraordinaire parce que les collaborateurs peuvent progresser, peuvent gérer leur évolution sans dépendre d'un manager. Ils peuvent suivre des formations, ils peuvent voilà, acquérir des compétences par eux-mêmes. Et donc ça, je trouve que la digitalisation a beaucoup apporté dans la formation. À condition, bien sûr, toujours d'être accompagnés dans le salon. Mais ils peuvent aller chercher des compétences par eux-mêmes et progresser à leur rythme. Les collaborateurs aujourd'hui ont beaucoup d'informations et ils demandent une organisation de travail, des méthodologies précises, ça, ils veulent de la précision, et des systèmes de primes et d'avancement clairs. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir exactement pourquoi ils travaillent, comment ils travaillent. Voilà, c'est une caractéristique chez les jeunes aujourd'hui. Avant, on leur disait, tu viens avec nous, tu vas voir, ça va aller. Bon, ça durait un certain temps. Aujourd'hui, ça dure de moins en moins longtemps. Ils souhaitent un cadre de travail valorisant, beaucoup de formations, et notamment des formations en développement personnel. Mm. Parce qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que si vous ne changez pas, rien ne change, puisqu'elle travaille avec d'autres. Donc elle doit se connaître elle-même, elle doit connaître les autres, trouver les points d'effort, trouver la façon de faire évoluer les personnes. Et ça, c'est un vrai travail sur soi. Et quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui débute et qui vit déjà sa première tempête entrepreneuriale?
Je vais te donner un proverbe chinois, enfin, je vais te J'ai proposer. déjà mon crayon. Qui a la terre a la guerre. C'est-à-dire que si tu n'as rien, tu n'es pas embêté. Il faut accepter, à partir du moment où tu détiens quelque chose, il faut accepter que d'autres veuillent te le prendre. Alors, si tu le permets, je fais un développement en 3 temps. La première partie, c'est la consultation, recueillir des informations. Alors, je suis un peu arrogant sur le sujet, je n'écoute que les personnes qui ont une compétence, une expérience ou qui ont réussi dans le domaine qui m'intéresse. Je n'étudie et n'analyse que les business models gagnants avec une rentabilité. Et je consulte mes collaborateurs en entretien individuel d'abord, parce que certaines personnes ne s'expriment pas en réunion, et ensuite en réunion pour essayer de faire une petite synthèse. Et puis je prends du recul. Alors là, c'est la phase la plus sympa. Je vais me balader sur la plage, je suis dans mon jardin, je promène mon chien, je m'occupe de mes petits-enfants. En gros, je me vide la tête. Parce qu'il y a aussi un proverbe chinois qui dit que si on ne sait pas vider, on ne peut pas se remplir. Et comme les tempêtes sont souvent source d'émotions importantes et d'énergie négative, j'ai besoin de me vider et de ne absolument plus penser. Et donc, j'ai une phrase qui dit l'important, c'est de s'en foutre. Voilà. Donc, pendant une journée, une soirée, je prends du recul. Et puis ensuite, je laisse faire les choses. Et là, les idées me viennent, les choses se mettent en place et je prends des décisions. Il faut du leadership, il faut entraîner, il faut y aller parce que la rapidité de la décision, la rapidité de la mise en place est surtout importante. Alors, je vais te dire la phrase que je ne supporte pas pendant les tempêtes, ça va aller. Surtout, ne pas me dire que ça va aller, parce que si on pense qu'en ne changeant rien ou deux, trois bricoles, ça va aller, voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas me dire. Dès que j'entends ça va aller, là, je dois reconnaître que je dois aller me repromener sur la plage. Parce que non, il ne faut pas croire que ça va aller. Et bien sûr, je comprends que les gens essayent de se rassurer. Mais la tempête, voilà, elle est là. Puis ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ça dure jamais. Des fois, ça dure un peu longtemps. Mais qu'après la tempête, on revient toujours le beau temps. C'est ça, c'est cyclique. On note quand même le mindset du chef d'entreprise et le leadership, la capacité de prendre les décisions dans ce que tu es en train de partager. Et je trouve, je pense que ça contribue à la raison pour laquelle tu es en mesure de durer aussi longtemps. Comme le fameux moment où tu parlais d'être en mesure de s'en foutre, le fameux art, the art of not giving a fuck. Pas si simple que ça à mettre en place pour les raisons que tu exposais bien. Je me suis souvent demandé pourquoi les vieux étaient calmes. Ils ne sont pas vieux parce qu'ils ont toujours été calmes. Ils sont vieux parce qu'ils sont calmes. Et donc, pour tout te dire, à partir de 19 heures, tous les jours, je dors bien la nuit parce qu'à partir de 19 heures, l'important, c'est de s'en foutre. De toute façon, je ne peux plus rien faire. Donc, je ne dis pas que je ne travaille pas, mais j'ai une capacité, et ça m'a pris des années, une capacité à mettre tout ça dans un coin, à l'oublier, pour me recentrer, me ressourcer et ne pas me réveiller la nuit, parce que tout entrepreneur, de toute façon, finit sa journée, il a toujours des problèmes qui ne sont pas solutionnés et des emmerdes en fin de journée. Ça... Celle-là, je la note et je souhaite bon courage à l'ensemble de mes amis entrepreneurs pour arriver à le mettre en place parce que c'est sûr qu'à 19h, oui, c'est compliqué de faire ce que tu dis. Je note. Et c'est un mindset, je pense que Il faut être avec les gens qu'on aime, il faut être présent, il ne faut pas ramener ça chez soi. c'est ça. Si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? J'ai pas de frustration. Je pense que ça, c'est pas bien d'avoir des frustrations. Je me suis toujours donné des moyens, les moyens de mes ambitions. Par contre, il y a une chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est qu'il faut regarder ce que les gens font et ne pas écouter ce qu'ils disent. Je suis dans un métier où les gens parlent beaucoup, et ça, c'est fondamental à tous les niveaux du métier d'entrepreneur. Parce que
Chacun est champion du monde, chacun a des excuses, chacun est une victime, chacun, ok, mais regarde ce qu'il fait, voilà, et ses capacités. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé découvrir plus tôt. C'est clair. Le temps gagné. Donc, pour finir, quelle est, c'est presque la phrase que tu viens de nous donner. Pour finir, quelle est ta propre définition de l'entrepreneuriat dans la vraie vie? Comme toutes les aventures, elle est semée de rencontres et de remises en question. Je fais partie des gens qui pensent que le travail anoblit l'homme, c'est-à-dire que c'est grâce au travail qu'on peut s'améliorer, améliorer ses émotions, améliorer sa relation aux autres. Donc je pense que le travail, contrairement à ce que l'on fait croire aux gens, je pense que le travail et les difficultés dans le travail sont ce qui nous construisent. Et en tout cas, je ne sais rien faire d'autre. Donc j'ai envie de continuer. Surtout que Mick Jagger chante encore. Donc moi, je me demande pourquoi j'arrêterai. Tu T'es comprends? large, t'es Ah oui. large. Tant que Mick Jagger chante, je continue à travailler. Moi. La route est bien longue du coup. Mais merci beaucoup Thierry pour ce partage et j'espère à très vite. Bonne chance pour ta longue route à la Mick Jagger. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour finir? Bon, j'aimerais te remercier pour ton écoute et nos échanges et le plaisir de t'avoir rencontré. Merci Stéphane. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.